Retour sur la troisième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec M. Poté Ayama, avec M. Mamadou Touré, avec Mme Justine Difo et avec M. Alain Blaise Batongué. Et nous allons bientôt, dans quelques secondes, aborder l'impact des projets structurants sur l'économie camerounaise. Mais je voudrais déjà que l'on puisse revenir sur l'adresse mail cameroun2016@africa24tv.com, sur Twitter avec le hashtag Africa24. Vous pouvez nous envoyer des SMS et WhatsApp au numéro 683 59 12 18 et 698 65 97 84. Nous avons des réactions, je vais en lire quelques-unes, mesdames et messieurs. Il y a une réaction, Ulrich qui dit qu'il a été surpris à la cérémonie d'ouverture du forum qu'il n'y ait pas de représentant du patronat. Il y en avait, hein? Vous étiez là? Si, il y en avait. D'accord. Il y a une question, pourquoi créer deux patronats? Bon, ça, je pense que... C'est pas ça le problème. C'est pas le plus important. C'est pas la pensée unique. Voilà. C'est un signe de vitalité et de dynamisme. Autre question, le patronat a-t-il été associé à la rencontre? Si oui, quel peut être l'effet de la conférence? Sinon, quel peut être l'effet de la conférence? Poté m'a répondu à la question en début d'émission. Il a regretté que le patronat n'ait pas été associé et que beaucoup de chefs d'entreprise, y compris parmi les capitaines d'industrie historiques, n'aient pas été conviés à la réunion, ce qui est regrettable. Mais vous avez eu une communication pendant la conférence, il me semble. Il y a eu une communication, oui, président Yama. Alors, on compare avec des pays comme le Rwanda, mais au Cameroun, combien a-t-on tenu le conseil des ministres avec le président? Bon, ça, c'est une autre question qui ne concerne pas. Il n'y a pas de membre du gouvernement. Question, le ministre des Finances a-t-il reçu le patronat? Pas spécialement. Mais ce n'était pas à l'ordre du jour non plus. Pas... Je veux dire, on a d'autres cadres où on le rencontre. Voilà. Il n'était pas prévu qu'on... Il faut dire qu'il est quand même assez ouvert. Il est accessible et en général... Ah, ça, c'était les questions de Léonie depuis la France. Bon, il y a Ulrich qui voudrait savoir quels sont les défis à relever par le secteur privé au Cameroun. Je pense que vous en avez parlé un peu. Il faut déjà, le premier défi, c'est déjà de pouvoir établir un partenariat avec le public. Voilà. Dernière question à Anissé. Il dit comment entrer en contact avec M. Mamadou Touré, notamment le site web. Oui, alors le site web c'est ubuntu-capital.com. Donc Ubuntu, U-B-U-N-T-U. Capital, C-A... Tiré de 6 ou tiré de... Ah oui, tiré de 6. Voilà, tiré de 6. D'accord. Et capital, C-A-P-I-T-A-L.com. Merci, mesdames et messieurs. Alors, on va passer à la seconde, non, la troisième partie qui concerne l'impact des projets structurants. Et donc, afin de soutenir la croissance et parvenir à l'émergence en 2035, le gouvernement camerounais s'est lancé depuis le début de l'année 2012 dans la construction de grands projets structurants dans les secteurs clés de l'agro-industrie, les infrastructures, les transports, comme par exemple le projet industriel portuaire de Kribi. Il y a aussi, dans le secteur de l'énergie, il y a des barrages hydroélectriques qui sont en construction, et l'aménagement urbain, donc les autoroutes, les ponts et autres. Dans le sujet qui va suivre, donc, notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken, va nous retracer tout cela. Être en guerre et poursuivre le développement des infrastructures est un pari exceptionnel que tient le Cameroun depuis plusieurs années. Les projets structurants engagés depuis 2011 dans le domaine de la fourniture en énergie sont en voie d'achèvement. Le barrage à retenue d'eau de Lompangar a bouclé son gros œuvre depuis le 15 avril 2016. Grâce à ces 6 milliards de mètres cubes d'eau, 3000 MW de puissance hydroélectrique garantie seront injectés dans le réseau. Selon les projections nationales, la mise en service de Lompangar permettra la construction d'une demi-douzaine de petits barrages sur le bassin versant du fleuve Sanaga. Un autre barrage qui affiche fière allure et s'achemine inexorablement vers la phase de finition, c'est celui de Méquin. En ce qui concerne le barrage de Meveleux dans le TNEM, les autorités évaluent à plus de 75% l'état d'avancement des travaux. Depuis quelques mois, la centrale à gaz de Kribi, pour sa part, injecte 220 MW d'énergie dans le réseau électrique camerounais. Selon les experts, ce bilan peut être considéré comme satisfaisant. Disons que c'est des projets qui se poursuivent. Ce qu'on a appelé les projets structurants, ou en quelque sorte aussi les grands projets, sont des réalisations qui ont été engagées, dont la majorité, parce que
même si on peut citer une initiative comme le port en eau profonde, qui est déjà plus ou moins réceptionné, du moins dans ses premières phases. On connaît la fibre optique aussi, mais la majorité de tous les autres grands projets restent encore en cours de réalisation. Dans le registre des bâtiments et travaux publics, la poursuite sereine des infrastructures routières met le Cameroun sur la bonne voie du développement, notamment avec la construction d'un deuxième pont sur le fleuve Vouri et l'aménagement des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala. Les travaux en cours de l'autoroute Douala-Yaoundé, le bitumage de la Ring Road dans la région du Nord-Ouest ou encore l'axe Kumba-Manfé, frontière du Nigeria dans la région du Sud-Ouest. Tous ces investissements engagés depuis plusieurs années permettront sans doute de soutenir la croissance économique du pays, même si du côté de certains experts, la prudence doit être de mise. Cette croissance qu'on a au Cameroun n'est pas une bonne croissance. Pourquoi? Parce que c'est une croissance qui certes augmente les revenus, mais les revenus ne sont pas capturés par le système. Ça veut dire qu'on crée les revenus, mais comme le Cameroun ne produit pas grand-chose en ce qui concerne les biens de consommation courante, chaque fois qu'un Camerounais a un revenu son revenu augmente, il a tendance à l'écouler à l'extérieur. Ces projets structurants que le président Paul Biya a décidé de placer au cœur de sa politique économique semblent d'ores et déjà porter des résultats dans la mesure où ils encouragent fortement les investissements des entreprises étrangères sur le territoire camerounais. Outre cet aspect, les chantiers en cours ont permis, selon le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la création de près de 40 000 emplois. Alors nous allons voir, monsieur, ce qui a été fait durant ces 3-4 dernières années. Sur ce plan-là, on va commencer par le secteur de l'énergie. Mamadou Touré, il y a un déficit énergétique actuel qui est aussi entre 500 et 1000 mégawatts. L'État a lancé des grands projets, notamment la construction de barrages hydroélectriques ou de centrales à gaz. Comment est-ce que vous évaluez le travail qui a été fait? Bon, déjà, je pense qu'il faut saluer l'initiative des projets structurants, parce que sans infrastructure, il n'y a pas de croissance. Mais l'enjeu aujourd'hui, si on prend par exemple le secteur de l'énergie, il ne faut pas se leurrer, il y a des investisseurs. Voilà, donc auparavant, par exemple, quand j'étais directeur général de General Electric pour l'Afrique en charge des investissements et des financements de projets, nous sommes venus et effectivement, il y a des projets en cours, etc. Donc, dans l'énergie, il y en a. Avec la France, avec EDF, les Chinois, d'autres sont là. Le vrai problème, en fait, je pense qu'il est de deux axes. Le premier, c'est le principe de la croissance inclusive. On parle de croissance, mais elle n'a de réelle valeur que si l'économie en général en profite. Et ce qu'il faut aujourd'hui mettre en place, quand on parle de projets structurants, c'est des projets qui intègrent les PME camerounaises dans les éléments de construction, de développement de services. Donc c'est penser pas projet, mais penser écosystème. Et ce sera ça qui fera vraiment que cette croissance sera partagée et aura un impact. Et ça doit être une croissance aussi où les technologies sont transférées. Donc quand un investisseur d'envergure internationale arrive, on doit aussi apporter un certain nombre d'objectifs, à savoir le savoir qui est transféré et les technologies transférées, et aussi le principe de la chaîne de valeur. Donc, par exemple, si vous regardez l'Afrique du Sud ou le Ghana et le Kenya aujourd'hui, ils ont déployé le principe du local content. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'investissements, un minimum, dans certains cas 55, dans d'autres cas 60, dans d'autres cas 30, selon la capacité du pays, doivent être fournis localement. Un exemple simple, l'Afrique du Sud. Le projet Transnet, donc pour le rail, projet de 2 à 3 milliards de dollars, dans lequel justement à l'époque j'étais impliqué, on était en compétition avec d'autres entreprises, d'autres régions. Bon, il y avait un besoin de 55% pour être qualifié ou qualifiable de contenu local. Bon, c'est souvent un challenge, il faut l'admettre. Pourquoi? Parce que nos entreprises ne sont pas toujours prêtes. Mais s'il y a une bourse de sous-traitance, des partenariats qui est censé... Et donc, à côté de le principe de contenu local, il faut un principe d'accompagnement de ce contenu local, avec un principe de préparation de ces PME, de sélection et de compétitivité. Parce que c'est bien d'avoir du contenu local, mais si la qualité n'est pas bonne et si la performance et les prix ne sont pas compétitifs, ça tue le principe même économique. Donc, ça doit être une approche à long terme. Le deuxième souci, à mon avis, qu'il est important et urgent
de régler. Si vous regardez les fonds qui ont été élevés aujourd'hui par le Cameroun à l'échelle souveraine, bon, une bonne partie n'a pas été utilisée encore ou décaissée sur l'ensemble des projets. Ce n'est pas par manque d'envie, c'est par lourdeur administrative. Donc, il y a un vrai besoin et une nécessité, notamment les appels d'offres. Hein. Voilà, d'optimiser ce genre de principe. Prenons un autre exemple. On parlait de l'Ompangare, etc., de projets d'énergie. Alors, la durée moyenne, en fait, de développement de projets en Afrique et au Cameroun, c'est pareil, si ce n'est pire, va de 5 à 9 ans. Si vous regardez le Moyen-Orient ou l'Amérique latine, c'est 18 mois à 2 ans. On voit bien la différence. Et pourquoi? Je vais juste rapporter cet élément de réponse. Si vous allez au Moyen-Orient, dans la plupart des pays du Moyen-Orient, des pays d'Amérique latine, c'est-à-dire si on regarde l'environnement énergétique, le pays décide quelle va être l'énergie mix, si vous voulez, c'est-à-dire la répartition entre solaire, éolien, gaz, charbon et hydraulique. Et de ce point de vue-là, les études sont faites, payées, faites, analysées, etc. Et après, on lance un appel d'offres pour chaque projet, avec un délai de réponse, avec une caution bancaire qui doit être mise en place, et les projets démarrent tous. Mais on sait, alors qu'on a le problème, et ça c'est vrai dans la plupart des pays d'Afrique, ce n'est pas le fait du Cameroun, du principe des 2 gars et du PowerPoint, qui viennent, qui ont une idée, qui veulent faire un projet, et qui veulent tous passer par les autorités politiques pour le faire. Et du coup, ça crée des goulets d'étranglement. Donc, avec une planification structurante et structurée et une politique réglementaire qui encourage l'implication des PME et les prépare aussi, en demandant même aux investisseurs d'investir dans ces PME ou de garantir un revenu ou de faire de l'accompagnement et du transfert, aurait un impact significatif dans l'accélération de la croissance camerounaise. Peut-être, justement, ça tombe bien, on parle des PME. Est-ce que vous avez bénéficié, vous, au niveau des PME, de tous les retombées de ces investissements massifs de l'État dans le secteur productif, notamment l'énergie? Non, très peu, hein, il faut le dire. Hein, et nous sommes en train de revivre ce qui s'est passé avec le pipeline. Ce qu'il a dit est très, très important. Hein, il faudrait que les PME soient associées, soient impliquées. Le reproche trop facile à mon avis, hein, qui est souvent évoqué, c'est que les PME ne sont pas structurées, les PME manquent de ressources, les PME manquent de compétences et de qualifications. Mais il y a la bourse là qu'on a mis en place. Mais dans un système de planification, on sait qu'on va construire un barrage dans 5 ans. On commence à préparer les PME. Le véritable problème, c'est que ce n'est pas toujours les PME méritantes qui obtiennent ces marchés-là. Et après, c'est très facile de dire que les PME sont dans l'incapacité, n'est-ce pas, de réaliser. C'est ça un peu la problématique. Et même lorsqu'on leur donne une toute petite partie en sous-traitance, on ne les paye pas ou on les paye en monnaie de singe dans des délais qui ne leur permettent pas de résister. Il faut savoir que la PME, par définition, est une structure très fragile qui a difficilement accès au financement classique, qui est parfois obligée de se retourner vers des financements comme la tontine. Et tout le monde sait. Ils sont informels, en fait. Tout le monde sait ce que ça coûte la tontine. C'est des taux d'intérêt qui vont parfois jusqu'à 50%, alors que leur marge atteint difficilement 20%. Donc il y a ce problème-là, hein, qui est un problème très important. Et je pense qu'au lieu d'exclure les PME, il faut les capaciter, hein, il faut les former. Et moi, je suis souvent étonné parce qu'il y a des PME camerounaises qui travaillent à l'étranger. Je connais beaucoup de PME qui sont en Côte d'Ivoire. Mais qui n'arrivent pas à s'implanter ici. Qui n'arrivent pas. Certains ont délibérément refusé même de faire des appels d'offres ici parce que c'est une perte de temps. Et après, pour se faire payer, c'est la galère. Madame Blaise Watongue, justement, cette bourse de sous-traitance et de partenariat qui a été instituée quand même depuis au moins 2011 et qui était censée relever le niveau technique, donner une visibilité aux PME, est-ce que déjà elle fonctionne bien selon vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer, comme l'a dit Mamadou, à ce qui se fait en Afrique du Sud, où on vous dit, vous voulez travailler ici dans tel projet, il faut au moins que vous puissiez intéresser la partie locale
à tel pourcentage, que ce soit inscrit. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que la base, c'est la volonté politique, qui pourrait donc se traduire par une loi qui impose effectivement un pourcentage. Nous, on a fait un plaidoyer autour de 30% pour commencer, mais comme M. Ama le disait tout à l'heure, même ça ne prend pas. Et naturellement, les facilités qu'on accorde souvent aux autres prestataires, y compris internationaux, on ne les accorde pas toujours aux PME locales. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de les développer, encore une fois. Et que fait donc le bureau de mise à niveau, hein? J'ai envie de comprendre. Peut-être que je suis complètement en déphasage par rapport à ces réalités. Je suis désolée. Peut-être que le bureau de mise à niveau qui a été créé pour justement accompagner la capacité des PME. Il a commencé un travail, mais on ne peut pas demander au bureau de mise à niveau de transformer radicalement le paysage des PME locales. Et il a un projet. D'abord, il a un budget qui est assez faible par rapport aux missions qui lui sont confiées, et donc il est obligé d'avancer à pas lents, mais qui commence déjà à produire des effets dans un certain nombre de secteurs qui ont été identifiés comme des secteurs prioritaires, le textile, l'ameublement, et où les premiers résultats commencent à se faire sentir. Mais là, encore une fois, il y a un problème de marché. Lorsque les PME, par exemple, sur l'ameublement, ont été capacités, et lorsque, dans le même temps, les administrations publiques doivent passer commande pour renouveler les équipements de bureau, ils commandent où? Ils ne commandent pas ces PME locales-là. Ils commandent encore une fois à l'extérieur. Et ça ne permet pas à ces PME de décoller. La balance commerciale, justement, est tout le temps déficitaire. Pour revenir un peu quand même sur l'un des autres aspects, Mamadou, qui concerne l'électricité, parce que c'est bien beau de construire des barrages et autres, mais il y a un problème de transport aussi. Il faut revoir complètement toutes les lignes de transport. On parle de déperdition de 40% actuellement avec les lignes existantes. Oui. Alors, ce qui est intéressant dans le domaine de l'électricité, c'est qu'on a tendance à oublier ce qui a fait la force des télécommunications. Il y a 15-16 ans, quand j'intervenais au Cameroun sur la question de l'attribution des licences mobiles, il y a eu une compréhension assez claire qui était on ne va pas rattraper l'Occident en tirant des lignes de cuivre partout. Ça va nous mettre un siècle. La technologie est venue, technologie mobile. Aujourd'hui, il faut effectivement continuer sur cette logique de grande centrale, mais effectivement, le coût est tellement important dans la transmission et les besoins aussi tellement colossaux qu'il faut aussi commencer à penser ce qu'on appelle en anglais off-grid, c'est-à-dire électricité non dans le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les batteries solaires, enfin les kits solaires batteries, qui peuvent aujourd'hui, certains ont le prix de téléphone, qui peuvent être déployés dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, et aussi des kits de 5, 10, 12 mégawatts qui peuvent être en électricité captive, achetés ou loués ou vendus dans des PME, sont des nouveaux modèles qu'on devrait aussi regarder, qui permettraient, si vous regardez aujourd'hui le Kenya, ils ont plus de, en 3 ans, ils ont électrifié 250 000 maisons par des sociétés privées qui ont déployé ces kits. Voilà. Et ils seront facilement à 1 million d'ici 3 ans. Et donc, c'est réfléchir à une autre approche qui est le principe du leapfrog, du bond en avant, qui s'appuie sur des... Aujourd'hui, le solaire est devenu abordable en termes de prix, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans, non moins 5 ans, avec l'énergie renouvelable. En plus de cela, il y a des financements qui sont alloués à ça. Donc, avoir une perspective un peu plus diversifiée de la résorption de la crise énergétique est aussi un nouveau moyen. Et ça permet aussi au secteur privé, non traditionnel et non grand groupe, d'avoir des sociétés qui viennent en déployant de la même manière que des sociétés sont venues un moment pour vendre des téléphones mobiles, d'autres viendront vendre des kits. Alors, je voulais qu'on puisse parler aussi du port de crédit, parce que c'est l'un des projets majeurs, Potea Yama, qui a été réalisé, une réalisation majeure. C'est un projet industriel ou portuaire
qui va venir en principe renforcer le seul port opérationnel qui existe, qui est celui de Douala, qui est un port fluvial et qui a toutes ses limites avec son tirant d'eau à 8,80 mètres. Qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce qui va changer à terme? On va quand même dire que c'est l'une des grandes réussites de ces grands projets. Oui, je crois que c'est un très bon projet. C'est un projet vraiment structurant dans la mesure où il aura des effets d'entraînement très, très importants. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas tout prévu. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est maintenant seulement qu'on commence à penser au chemin de fer et à la route. Et qu'il ne se construit pas en un an, le chemin de fer. Parce qu'il faut évacuer, il faut transporter. Donc on risque de perdre un peu le bénéfice de ce port qui devait désengorger le port de Douala. Parce que s'il n'y a pas de route entre Edea, entre Kribi, Edea et Douala, ça ne va résoudre qu'une partie du problème. Mais moi, j'étais à Kribi il n'y a pas longtemps. C'est une très, très belle réalisation. Et il faut féliciter l'ingénierie chinoise. Vraiment, ce qu'ils ont fait à Kribi est extraordinaire. Maintenant, il faut compléter cette infrastructure parce que à elle seule, elle n'est malheureusement pas suffisante. Je m'étonne qu'on n'ait pas pensé à tout cela. C'est un peu comme les stades qu'on construit, il n'y a pas moyen d'y aller. Ah oui, le stade de Limbé, par exemple, même de Bafoussam, je crois qu'il a ce problème-là. Il n'y a pas encore de route, mais l'infrastructure est là. Justine Dufault, on est en train de parler aussi déjà de création d'un autre port à Limbé. Il y a plus de 110 milliards, je crois, qui vont être mobilisés avec des financements coréens et en partie camerounais. Il faudrait peut-être qu'on évite déjà d'autres problèmes de ce type, qu'on puisse tirer des leçons de Kribi pour ne pas les répercuter sur Limbé. Tout à fait. Il faut tirer les leçons des écueils, des insuffisances, des dysfonctionnements remarqués sur le rendu de ces infrastructures. Mais il faut également dire que ces infrastructures ne sont pas encore entièrement réceptionnées. J'ai été à l'inauguration, effectivement, du stade de Bafoussam. La sortie est orientée, il y a une seule ouverture. On met 2 heures pour sortir de là. Mais je crois que d'ici novembre, ayant pris acte de cette difficulté, n'est-ce pas? J'imagine que c'était un test. Mais je voudrais saisir... Novembre n'est pas impliqué, parce que novembre, c'est Limbé. Mais Limbé non plus n'a pas de route. Donc, ce n'est pas comme si c'était dans un an. Je voudrais quand même, avant cela, de vous redonner la parole, enfin, de repasser la parole, n'est-ce pas? Revenir sur la question du temps de réalisation des infrastructures. Il nous reste 5 minutes. Le temps de réalisation des infrastructures. J'avoue que sur ce point, j'ai du mal à accepter que comparaison soit absolument raison. Vous avez dit que dans tel continent, en Asie ou autre, on peut aller plus vite. Mais chez nous, si nous nous en tenons aux chiffres, les chiffres sont souvent têtus. Si nous nous en tenons à ces chiffres, nous allons nous rendre compte que les infrastructures réalisées dans le cadre les projets structurants réalisés dans le cadre du plan d'urgence nous ont permis d'accélérer la mise en œuvre du programme d'investissement public. On est passé, par exemple, d'un taux de variation, n'est-ce pas, de mise en œuvre de 7% en 2014 à 68,5%. Ça, c'est des chiffres qui nous permettent de penser que de ce point de vue, on évolue, on a quand même pu faire face. Maman Touré répond parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Rapidement. La question, ce n'est pas tant le volume, c'est le processus. Il y a des moyens connus, acceptés, validés, qui permettent de faire les choses plus vite. C'est tout ce que je dis. Et de ce point de vue-là, allez faire un tour au Rwanda et vous comparez avec des photos d'il y a 10 ans. Bon, en 10 ans, ils ont fait ce que beaucoup feraient en 40 ou 50. Alain Bessatongé, Mamadou Touré, tout à l'heure, a parlé, par exemple, de l'accès au centre humain à partir de l'aéroport. C'est vrai qu'on est en train de construire, de bâtir actuellement 2 axes routiers, 2 autoroutes. Une entre l'aéroport de Yaoundé-Simalène et le centre-ville, une autre entre Yaoundé et Douala. Et c'est vrai qu'il y a des retards. Des retards liés à des problèmes techniques. C'est devenu des serpents de mer. Et l'une des préoccupations qu'on n'arrive pas à adresser efficacement, c'est la question des indemnisations
des populations riveraines qui freinent les projets et qui sont source de toutes sortes de manipulations sur les superficies, sur les montants, et qui ne nous permettent pas d'avancer. Ces deux autoroutes auxquelles vous faites allusion, on en parle depuis des années maintenant. On a pris des engagements, on a donné des dates, ça n'avance pas. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que vous avez déjà vu ne serait-ce que quelques mètres de ces autoroutes-là? J'ai dit, bon, peut-être que c'est bien gardé quelque part, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Voilà, alors je vais lire, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, je vais lire les réactions avant qu'on puisse se séparer. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas, il n'y a pas de nom, le secteur public au Cameroun n'est pas assez conscient du problème que pose ses lenteurs administratives et son manque de prévision, des chantiers qui ne sont pas livrés à cause de quelques signatures. Autre réaction, que pensez-vous d'une éclosion de l'économie camerounaise sans véritable excusez-moi, culture économique à la base et l'implication effective de la classe moyenne constituée de jeunes? Ça, c'est une préoccupation que... Oui, c'est la problématique de la croissance économique inclusive. Le président Biya en a parlé dans son discours, en disant l'économie, la croissance ne veut rien dire. Voilà, si ça n'a pas une répercussion sur le développement de l'homme. Alors, nos gouvernants ne doivent pas, ça c'est une autre question, nos gouvernants ne doivent pas perdre de vue la finalité, c'est le bien-être des populations, faire des projets de développement inclusif et assurer la répartition des richesses. C'était plutôt une précision. Le Cameroun n'est beau que sur le papier, il manque de volonté. C'est un Nigérian qui vient nous dire qu'il manque de capitaine d'industrie chez nous. Donc ça, c'est par rapport à Tony Elumelu, qui souhaitait qu'il y ait effectivement une classe d'hommes d'affaires qui puisse être plus visible. Gérard, il dit la véritable émergence commence quand toutes les couches de la société sont impliquées. Hein? Wilfried, étant victime du système d'impôt au Cameroun, face au challenge de l'émergence, quelle stratégie pour aider les petites entreprises? Potter Yama, vous avez une idée rapide? Oui, mais il faut que la loi sur les incitations à l'investissement soit plus concrète, soit effective. Parce que la loi de 2013 quand même, hein, qui est assez généreuse. 2013, oui. Qui est généreuse d'après les experts. Non, le problème de la loi de 2013, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un afflux d'investisseurs. C'est pas le cas. Quoi qu'on dise. Parce que sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a des arrêtés qui ont été pris et qui sont venus vider la loi de son contenu. Donc, c'est comme si elle n'existait pas. Mais pour revenir... Ouais. Malheureusement, je m'excuse, mais on est arrivé au terme de l'émission. Je veux simplement remercier Potter Yama, le président de l'entreprise de Cameroun, une organisation patronale. On va remercier Mamadou Touré, qui est le CEO de Ubuntu Capital Group. On va remercier Justine Difo, coordinatrice de l'Observatoire de la pratique des affaires. Et enfin, Alain Blaise Batongué, le secrétaire exécutif du JICAM. On va rappeler que nous serons toujours là ce jeudi, à 20h30 heure locale, 19h30 GMT, pour une émission qui va être consacrée aux défis énergétiques au Cameroun et à la modernisation de l'agriculture. Bonne suite des programmes sur Africa 24.